Bonjour à toutes et à tous. Plusieurs professions ont montré tout leur intérêt pendant la crise sanitaire. Souvent critiqué en période de transition écologique, le transport routier se transforme pourtant et a montré donc toute son importance. Et on va en parler dans un instant dans mon émission. L'Avenir en région vous accueille et vous emmène en voyage, ou en tout cas circuler un peu partout en France aujourd'hui. Sachez que 90% des produits alimentaires sont transportés par camion, tandis qu'environ 50% des déplacements se font dans un rayon de moins de 50 km pour ces mêmes transporteurs. Avec le confinement, c'était il y a un an à peu près, et le développement du e-commerce, la crise sanitaire a valorisé le transport routier et le transport de marchandises. Un secteur qui veut en parallèle s'inscrire dans la transition écologique, mais qui peine et qui souffre de nombreuses normes. On va en discuter aujourd'hui avec mes invités. Pour parler donc de ce secteur en pleine mutation, j'ai le plaisir d'accueillir Perle Becker. Bonjour Madame Becker. Bonjour. Vous êtes dirigeante des transports Becker à Chalon-sur-Saône, en Saône-et-Loire. Et Monsieur Philippe de Montex. Bonjour Monsieur de Montex. Bonjour. Vous êtes le délégué régional de la FNTR Bourgogne, la Fédération nationale des transports routiers. Pour parler transport routier, c'est pas mal. C'est bien. Alors ma première question, pendant le premier confinement, donc les transports routiers ont largement été valorisés auprès du grand public avec de nombreuses vidéos, notamment faites par des conducteurs. Vous avez continué à travailler dans des conditions parfois difficiles, sans restaurant, sans hôtel pour les chauffeurs. Est-ce que vous avez le sentiment que la crise a changé quelque chose sur le regard que porte le public sur votre profession? Madame Becker, peut-être. Pas spécialement. Je pense qu'on est revenu au monde d'avant, où l'image dont on a pu bénéficier pendant la crise s'est un petit peu éteint et on a été rattrapé par l'économie et le quotidien. Voilà. Vous partagez ce point de vue, Monsieur de Montex? Est-ce que l'image a changé au moins un temps? Je crois qu'il y a eu quand même un changement, enfin même le président de la République l'avait souligné, on faisait partie de cette deuxième ligne. Donc si on n'applaudissait pas les conducteurs tous les soirs, c'est vrai qu'ils pouvaient quand même en faire partie parce que leur métier a été quand même durement éprouvé pendant toute la première partie. Et à la FNTR, on a essayé de capitaliser sur cette image-là pour lancer une campagne également de communication. Que l'on voit derrière. Voilà, si vous l'avez, c'est qu'un camion vous l'a apporté. Le slogan date pas d'aujourd'hui, mais je crois qu'il était important qu'on le remette un peu au goût du jour par rapport à ce phénomène que l'on a connu. Et c'est vrai que les conditions, merci aux conducteurs, parce que c'est eux qui étaient en première ligne pour le coup chez nous, et merci aux exploitants, merci à toutes les personnes qui ont aussi travaillé, parce que comme vous l'avez dit, 90% des marchandises aujourd'hui qui vous sont amenées sont prioritairement par le transport de marchandises. Alors, si le transport de marchandises alimentaires s'est poursuivi pendant cette crise sanitaire et pendant le confinement, d'autres secteurs ont été impactés et par rebond, j'imagine que le transport en a pâti lui aussi suite aux fermetures d'industries ou de choses comme ça. Est-ce que des transporteurs bourguignons ont fermé boutique déjà pendant la crise ou suite à la crise? À aujourd'hui, on n'a pas, je pense qu'on n'a pas connu de défaillance importante, tout simplement parce que l'État a mis réellement les moyens, alors que ce soit sur des PGE, que ce soit sur les mesures d'accompagnement d'activités partielles. Enfin, voilà, le package qui était offert au niveau des entreprises a été à niveau pour qu'il n'y ait pas de défaillance pendant une période. Maintenant, on va se retrouver face aussi au mur de la dette, parce que c'est pas parce qu'on a un PGE qu'il ne va pas falloir le rembourser. Et effectivement, peut-être qu'on a des entreprises alors qui, dès le départ, pouvaient être déjà fragilisées avant crise, qui ne s'en sortiront pas. Mais voilà, on n'a pas d'indicateur particulier à aujourd'hui sur le secteur du transport routier de marchandises. Aujourd'hui, on sait qu'on a eu une baisse entre 8 et 15% globalement d'activité, enfin de chiffre d'affaires par rapport à la période 2020. On a des secteurs qui, bien évidemment, ont plus souffert, celui qui travaille avec l'aéronautique, Voilà. Donc, il n'y a pas de généralité, mais c'est vrai qu'on pourrait peut-être avoir des entreprises qui, demain, seront défaillantes.
malheureusement. Dans votre cas, Madame Becker, est-ce que vous avez justement, est-ce que vous êtes plutôt transporteur alimentaire ou transporteur d'autres produits? Plutôt transporteur de produits secs ou de produits industriels ou produits manufacturés. Après, bien sûr que la crise, on l'a subie. Hein, je veux dire, on est dépendant aussi de l'activité de nos clients. Et je pense qu'effectivement, ça dépend vraiment des secteurs sur lesquels chacun est un petit peu positionné. Mais bon, je pense que tout le monde, d'une manière ou d'une autre, a souffert de cette crise. Après, comment on reconstruit demain, ça c'est effectivement, c'est encore peut-être un petit peu tôt, mais en tout cas, c'est vrai que voilà, pour le coup, l'État nous a quand même bien accompagné les entreprises à passer ce cap difficile. Alors, pendant la crise, il y a eu par contre un boom du e-commerce. Est-ce que les transporteurs bourguignons en ont bénéficié ou pas? Madame Becker, est-ce que vous, au quotidien, est-ce que vous pas avez... vraiment, parce que c'est pas votre secteur sur lequel on est positionné aujourd'hui. Après, voilà, nous c'est pas vraiment notre secteur d'activité. Mais effectivement, on sent que voilà, les modes de consommation ont changé et effectivement, le transport s'est adapté. Et devient essentiel pour être livré. Est-ce que ça se ressent et est-ce que ça a permis de compenser parfois la perte? Les acteurs ne sont pas les mêmes, donc on ne compense pas, sur le volume global peut-être, mais on ne compense pas l'activité industrielle par simplement le e-commerce. Alors effectivement, ce sont de nouvelles tendances de consommation, mais là aussi, je tiens simplement à faire remarquer que tout le monde souhaite commander son produit, son dernier livre ou je ne sais quoi sur Internet, souhaite être livré si possible dans les demain. moins de 24 heures, si possible. ce qui est logique. Mais ne souhaite pas forcément voir un camion au centre-ville pour faire cette livraison. Et en sachant que ce n'est pas le camion qui fait le dernier kilomètre, alors que l'on voit certes, mais c'est avant cela. Mais c'est pas lui qui amène. Avant cela, il y a toute une chaîne effectivement logistique qui s'est mise en place pour qu'au final, il soit livré en 24 heures. Mais voilà, le consommateur, ou le citoyen plutôt, n'accepte pas ce que le consommateur veut. Et c'est là toute la difficulté de notre secteur. Alors, beaucoup de choses pèsent sur le secteur des transports actuellement. On va évoquer écotaxes, TICPE, on va vous en dire plus dans un instant. Enfin, plusieurs pressions portent le cadre de la loi climat et résilience. Enfin, les transports, on vous pointe un peu du doigt en ce moment, vous prenez un peu cher. Donc je me suis dit que c'était l'objet de cette émission aussi de pouvoir justement en parler. Allez, je commence avec les élections régionales qui approchent. Un autre projet de loi qui revient sur le tapis. Un mot que tous les transporteurs aiment, c'est l'écotaxe, qui s'inscrirait donc dans la loi climat et résilience. Est-ce que vous sentez planer une menace régionale avec cette écotaxe qui ne serait plus nationale, mais qui relèverait du coup justement de chaque région? Madame Becker, est-ce que la menace plane au-dessus de vous? Forcément, dès qu'on prononce le mot écotaxe, voilà, on revient quelques années en arrière et on se rappelle des portails. Au contexte dans lequel l'écotaxe a été abandonné il y a quelques temps maintenant. Qui reviennent sur la table, honnêtement, on s'y attendait. Moi, je m'y attendais pas parce qu'on avait bien dit que c'était reporté sine die. Bon, on est arrivé au terme, je pense, mais voilà, effectivement, les informations sont encore, à mon niveau, pas encore suffisamment précises pour qu'on sache exactement à quelle sauce ils voudraient nous manger. Mais les élections qui se profilent ne vont pas sans doute aider à y voir plus clair. Non. Mais après, effectivement, c'est un mot qui fait peur, qu'on appréhende. Ça pourrait concrètement, qu'est-ce que ça pourrait engendrer, Monsieur de Montex, cette écotaxe? Alors, le sujet n'est pas nouveau, vous l'avez dit. La fiscalité, d'une façon générale, dans le secteur du transport, il faut comprendre qu'au niveau national, la fiscalité du secteur transport routier de marchandises, c'est 90% de la fiscalité du transport en général. Aérien, ferroviaire, maritime. Donc, on porte 90% de la fiscalité du secteur. Ces 90% représentent 40 milliards d'euros de recettes pour l'État. Aujourd'hui, alourdir la barque avec une écotaxe régionale. Alors, on a rencontré quasi tous les parlementaires de la région
Aujourd'hui, ils nous disent, oui, mais vous savez, ça serait pour éviter d'avoir le report modal, enfin le report, pardon, d'Allemagne sur l'Alsace, puisqu'il y a une Elkamot en Allemagne, donc une fiscalité routière, et les transporteurs, pour éviter cette Elkamot, passent sur le côté alsacien. Et on nous dit, vous voyez, c'est entre autres ciblé sur la communauté européenne d'Alsace que l'on aurait cette fiscalité. Et donc du coup, pour pas que les Alsaciens soient seuls, on reporte à toute la France. Bien évidemment, et là, on laisse, j'allais dire, à toute l'imagination des régions le fait de pouvoir mettre ou pas cette nouvelle fiscalité. Quelle en serait l'assise? Quelle serait l'assiette de montants fiscalité? ne sont pas encore... Voilà, et honnêtement, on va avoir des concurrences entre régions qui n'ont pas lieu d'exister. Donc, que l'on mette éventuellement une éco-contribution sur le produit, pourquoi pas? Mais pourquoi, de nouveau, alourdir la barque du transport routier de marchandises? Voilà, c'est... On trouve que c'est vraiment une fiscalité au même titre que la TICPE. C'est ma prochaine question. Punitive. Ouais. Avant de parler justement de la TICPE, la fiscalité dans les dépenses, dans les charges des transporteurs, ça représente quel pourcentage? Là, comme ça, je ne saurais pas. Parce qu'il y a beaucoup, il y a forcément le gasoil. On va revenir dessus. Les charges sont diverses entre les charges sociales, les charges patronales. Voilà, mais en tout cas, tout ce qui va relever des taxes. Les taxes, je ne saurais pas vous dire, c'est pas isolé. Vous en avez quelques-unes quand même. C'est pas isolé de la sorte, mais oui, entre les taxes sur le gasoil, les charges sociales, parce que c'est vrai qu'on est dans une concurrence européenne qui est relativement pesante. C'est vrai que ça revient souvent ça revient souvent dans les discussions et dans les échanges, et c'est vrai qu'aujourd'hui ça nous pénalise d'une certaine manière pour pouvoir progresser, ou en tout cas se faire une place, ou en tout cas pouvoir un petit peu plus compter des fois sur des appels d'offres. Et vous me disiez d'ailleurs juste avant l'émission, et j'avoue que je ne m'étais même jamais posé cette question, puisque vous parlez de la concurrence européenne, les transporteurs qui viennent de, je ne sais pas, d'Allemagne, des Pays-Bas, de Pologne, d'Espagne, de Luxembourg, ou quels que soient les pays frontaliers ou plus ou moins éloignés, en fait, aucun d'eux ne fait le plein en France. Très très peu, oui, parce qu'on a, un des gasoil qui est le plus cher d'Europe à cause des taxes. À cause des taxes. On a un des gasoils qui est quand même le plus cher d'Europe, et on est un pays de passage, beaucoup la France également. Donc c'est vrai que entre l'Espagne et puis toute la partie est de l'Europe, les transporteurs, les conducteurs ne s'arrêtent pas pour faire le plein en France. Et que voilà, le camion leur permet, j'ai vraiment découvert ça, de faire jusqu'à 2000 km au moins avec leur plein, sans avoir à repasser par la pompe, et que donc du coup les taxes en fait sont portées du coup, les transporteurs français eux font le plein en France, ce qui est assez logique, mais que tous les transporteurs qui viennent livrer notamment en France ou qui ne font pas le plein. Ne font pas le plein en France. Ne font pas le plein en France. Alors je suis désolée de cette parenthèse, mais on en a discuté avant l'émission pour vous expliquer, et j'avoue que j'avais été assez surprise. On va continuer à parler. Oui, monsieur de Montex, un chiffre entre-temps. Exactement. Voilà. C'est 80% en fait des recettes fiscales qui proviennent de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. D'accord. 80%. Donc voilà, on alourdit effectivement une nouvelle fois simplement le pavillon français. On se tire une balle dans le pied, réellement. Par rapport à cette concurrence européenne dont on parlait. Bien évidemment. Alors la loi qui a donc décidé, effectivement, je crois, en tout cas vous êtes dans le viseur, prévoit également de s'attaquer au remboursement de la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques, la TICPE, d'ici 2030. Quand, comme moi, on n'est pas expert en transport routier, on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette bête? D'ici 2030, ça va, vous avez encore 9 ans. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer en un mot peut-être, monsieur de Montex, de quoi il s'agit? Et on verra avec vous, madame Beckert, que ça peut impacter du coup pour les entreprises. Qu'est-ce que c'est que cette TICPE qui, d'ici 2030, ne serait plus remboursée? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau européen, on a des textes qui permettent à chaque pays d'avoir un gasoil professionnel par rapport à un gasoil de grande consommation. Ce n'est pas pour favoriser plus l'un que l'autre, c'est simplement de dire qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on n'avait pas forcément d'énergie alternative. Donc, d'avoir un gasoil dit professionnel
permettait aux entreprises d'asseoir des modalités de gestion de leur flotte en conséquence. Mais le projet de loi prévoit que le montant de remboursement qui est aujourd'hui offert par l'État français aux transporteurs viendrait à complètement être annulé d'ici 2030, en partant du principe que les transporteurs aujourd'hui pourraient bénéficier d'énergie alternative. Oui. Ce qui n'est pas faux, on va revenir dessus. Alors potentiellement, mais imaginez qu'on puisse transformer la flotte globale que l'on a en France, qui est de l'ordre de 600 000 véhicules, d'ici 2030, avec des plans d'investissement qui sont dans les entreprises, avec des énergies alternatives que l'on ne maîtrise pas forcément encore à aujourd'hui, on pourrait parler de l'hydrogène, avec des stations d'avitaillement que l'on n'a pas. Donc, est-ce qu'il est raisonnable d'imaginer qu'en 9 ans de temps, on puisse transformer complètement le circuit de distribution, les mécanismes que l'on connaît dans les entreprises par rapport aux énergies qui sont disponibles? Les motorisations aujourd'hui ne sont pas encore disponibles, que ce soit sur l'électricité, que ce soit sur de l'hydrogène. Donc on n'est pas contre ce changement d'énergie, bien évidemment. Je pense que s'il y a un des secteurs professionnels qui a fait sa révolution en matière d'énergie, je pense que le transport s'inscrit réellement sur cette tendance-là. Maintenant, on le fait de nouveau de façon punitive. Voilà, on met le bâton en nous disant attention, d'ici 2030, il faudra qu'on vienne à changer notre mode de fonctionnement par rapport au gasoil, ce qui techniquement n'est pas envisageable. Et puis, une nouvelle fois, on sera peut-être effectivement les premiers de la classe au niveau européen par rapport à ce changement d'énergie, mais pour autant, on aura encore des concurrents étrangers qui, eux, circuleront peut-être avec d'autres énergies et qui viendront de facto concurrencer nos entreprises et nos emplois. À un moment donné, il faut aussi parler clairement sur le territoire. Donc, mais est-ce que cette épée de Damoclès, ce n'est pas aussi un moyen justement d'encourager plus fortement cette transition? Alors, on pourrait le faire, on pourrait se dire qu'il faut l'encourager, mais il ne faut pas simplement être punitif, il faut peut-être effectivement être incitatif à un moment donné par rapport à un changement de paradigme. Ok, on a peut-être connu l'énergie fossile, de toute manière d'ici 2040 et dans la loi climat et résilience, d'ici 2040 il n'y aura plus de gasoil. Ils annoncent effectivement cette tendance. Donc on connaît la trajectoire. Maintenant, est-ce qu'il ne vaut mieux pas aider les entreprises à faire ce changement de motorisation plutôt que d'avoir simplement l'outil fiscalité, qui est quand même relativement simple. Aujourd'hui, quand on fiscalise la route, ce n'est pas forcément pour avoir un changement de mode. Et donc, quel est l'intérêt en dehors d'avoir des recettes fiscales, mais si on vient à fiscaliser par rapport à une écotaxe, pourquoi ne pas imaginer que la quote-part de cette fiscalité revienne aussi aux entreprises pour pouvoir bénéficier de nouvelles énergies? Alors, Madame Becker, vous qui êtes chef d'entreprise, transporteuse, qu'est-ce que ça implique concrètement pour vous, la fin du remboursement de cette taxe? Alors, je souligne, et on en reparlera, que vous avez vous-même déjà entamé cette transition énergétique avec des véhicules, allez, je lève le secret, qui roulent au colza, mais on en reparle tout à l'heure. Donc, vous êtes déjà dans cette démarche. Du coup, qu'est-ce que ça va créer pour vous d'ici 2030, cette fin de remboursement? Forcément, on va dire un manque à gagner, on va dire ça comme ça, parce nous, on l'intègre comme une rentrée d'argent et pas comme... sachant que aujourd'hui, dans tous les appels d'offres, dans tous les tarifs qu'on est amené à rendre, on prend en compte le fait qu'on a un gasoil qui est professionnel, donc qui bénéficie d'un avantage fiscal. Donc ce manque à gagner qu'on pourrait perdre, il est déjà, on va dire, mangé en partie dans nos appels d'offres et il est constitutif de nos tarifs. Après, c'est vrai que
ça va être difficile à gérer pour nos entreprises parce que nos marges sont quand même très très faibles. Rogner chaque année voilà, par justement voilà, une petite augmentation là, l'autoroute qui augmente, voilà, tous ces petits coûts rajoutés, on n'arrive pas forcément systématiquement à les répercuter à nos clients. Donc voilà, ça plus ça, voilà, beaucoup d'inquiétudes sur la manière dont on va pouvoir se passer de ce remboursement de TICPE. Une entreprise telle que la vôtre de transport français va-t-elle rester du coup compétitive par rapport à un transporteur européen ou autre? Alors aujourd'hui, après, s'ils maintiennent effectivement le dispositif en place, c'est-à-dire ce dont on a bénéficié, c'est-à-dire le pied de facture qui nous permet de répercuter les évolutions du prix du gasoil et qui tient compte effectivement de cette TICPE, voilà, ce sera, on va dire, supportable, ou en tout cas, mais le but il n'est pas là. Le but, comme on le disait, c'est d'accompagner une transition énergétique parce qu'on sait qu'à un moment donné le gasoil c'est plus notre avenir. Donc il faut qu'on arrive à évoluer dans les énergies qu'on utilisera demain. Et voilà, je partage l'avis de Monsieur de Montex qui dit qu'on doit accompagner cette transition et pas simplement punir les gens qui n'utilisent pas la bonne énergie. Alors ça tombe bien que vous parliez d'accompagnement puisque parallèlement à ces petite pression fiscale que vous subissez actuellement, ou en tout cas les menaces qui planent, le programme d'engagement volontaire pour l'environnement accompagne justement les entreprises de transport et de logistique dans la réduction de leur impact énergétique et environnemental. Concrètement, comment ça se traduit? Monsieur de Montex? Alors, c'est quoi cet accompagnement? On a eu depuis les années 2008, donc voilà, on parle de ce programme donc, qui était au départ un engagement volontaire des entreprises de transport pour diminuer la quote-part d'émissions de CO2 qu'elles pouvaient produire. Et je vais dire, de façon très logique, quand vous avez le poids de la consommation de gasoil aujourd'hui qui représente en fonction des activités entre 25 et 30-35% du coût global de votre prestation, vous pouvez imaginer que les entreprises s'intéressent clairement à ce sujet-là. Donc c'était gagnant-gagnant. L'idée était de dire qu'on allait travailler à la fois sur la consommation, à la fois sur les flux. Donc est-ce qu'il faut que l'on, techniquement, on puisse mieux remplir les véhicules? Mais je ne sais pas, prenons simplement quand on fait du transport de cailloux, vous faites un transport à plein et un transport à vide. Et là, ça va être difficile d'avoir de meilleure rentabilité que celle-ci. Donc il faut voir qu'il y a plusieurs items qui concernent les entreprises sur lesquels on est en accord avec l'ADEME sur le sujet, puisqu'on a co-construit le programme, donc le programme engagement volontaire. Et aujourd'hui, cet engagement volontaire, donc on en est dans le 3e ou 4e volet, on parle du programme EVE, et c'est un programme qui permet également soit d'aller de façon volontaire vers une diminution des émissions de CO2, soit de se faire labelliser, au même titre d'ailleurs que peut l'être aujourd'hui les transports Becker. Donc labelliser, c'est qu'on a un regard extérieur qui vient confirmer que vous avez, au-delà des engagements, ce sont des engagements qui sont certifiés à un moment donné. Voilà. Et donc, oui, il faudrait peut-être qu'on accompagne encore plus les entreprises sur ce dispositif plutôt que d'être à chaque fois punitif. Alors, vous êtes labellisée, oui. Madame Becker. Depuis la fin de l'année, oui. Depuis la fin de l'année 2020. D'accord. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous d'avoir justement ce label, cette démarche? Parce que ça, déjà effectivement on ne contrôle bien que ce qu'on mesure bien. Donc déjà c'était de savoir exactement où on en était par rapport à la référence du secteur sur nos émissions de CO2. Et puis de faire en sorte de les réduire parce que voilà, même si on est transporteur, on a quand même, en tout cas pour ma part, un vrai souci de l'environnement et de l'impact environnemental de nos activités. Et puis effectivement, le coût du carburant représente plus de 25% de notre prix de revient. Et baisser la consommation de CO2, c'est aussi baisser la consommation de gasoil.
Donc voilà, en travaillant sur nos émissions, on travaille également sur la réduction de notre consommation. Alors, il y a des solutions, on en a un peu évoqué quelques-unes, d'autres alternatives au gasoil, biogaz, hydrogène, électrique, colza. Le mix énergétique est désormais une réalité. Et vous en êtes un très bon exemple au transport Baker, puisque vous vous êtes engagé dans la démarche et vous avez une flotte au colza. Oui. Alors, depuis combien de temps? Pourquoi? Combien? Enfin, beaucoup de questions. Donc déjà, pourquoi cette démarche et comment vous êtes venu au colza? Donc, on a converti fin d'année 10 véhicules au colza. Sur combien? Aujourd'hui, sur 125. Ok, donc petit pour vous. On était limité. Un petit 10%. Voilà. On était... Donc, c'était une première démarche déjà. Et tout simplement parce qu'on est obligé d'aujourd'hui de réaliser cette transition. Demain, il n'y aura pas qu'un type d'énergie. Voilà, moi je crois beaucoup au mix en fonction de nos activités, en fonction des distances à parcourir, en fonction des liaisons à opérer, des zones à distribuer. Donc le colza m'est apparu comme l'alternative la plus facile à mettre en œuvre et la plus en phase avec la manière dont j'envisage un carburant, on va dire, vert. Est-ce que ça coûte beaucoup plus cher? Est-ce que ça revient... Est-ce que c'est un gros investissement pour une entreprise de passer au colza ou à un autre mix énergétique? Alors, pour moi, moins que le gaz, par exemple, qui demande à avoir des matériels spécifiques et qui demande à avoir à faire évoluer une exploitation et un système d'approvisionnement en carburant. Parce qu'il y a des risques d'explosion, notamment, des choses comme ça, sans doute? Pas forcément, pas plus que sur du gasoil, mais voilà, c'est forcément plus contraignant en termes d'approvisionnement. C'est plus difficile d'être autonome en termes d'approvisionnement également, parce que nous aujourd'hui on est autonome sur le colza puisqu'on a une cuve sur notre site qui nous permet de gérer nos propres approvisionnements. Aujourd'hui, pour être autonome en gaz, il faut construire une station gaz sur son site, et là aujourd'hui c'est des investissements qui sont considérables. Au-delà de l'approvisionnement, le matériel est différent. Aujourd'hui, un camion au gaz est un matériel spécifique spécifique gaz avec une ingénierie particulière. Aujourd'hui, le camion au colza, c'est exactement... il n'y a pas de modification du véhicule. On peut passer du gasoil au colza sans modification matérielle sur des véhicules existants. Après, oui, il y a forcément un investissement, on va dire, indirect. Voilà, il y a forcément un petit surcoût par rapport au gasoil qui est un mode beaucoup plus industriel et qui est déjà qui est mieux maîtrisé par les constructeurs. Mais aujourd'hui, on va dire que c'est un moindre coût par rapport au gaz et à l'autonomie qu'on peut avoir avec le colza ou avec qui est moins contraignant au final. Et vous pensez élargir la flotte? Oui. Là, mais encore 2021, donc 2021-2022, on va rentrer une quinzaine de véhicules supplémentaires au colza. Monsieur de Montex, est-ce qu'il y a beaucoup de transporteurs qui, à l'exemple de Madame Baker, transforment leur flotte ou partie de leur flotte? Alors c'est une tendance lourde que l'on va avoir dans les années qui viennent et peut-être de nouveau malheureusement contraint. Mais au-delà des contraintes, on a un certain nombre d'entreprises qui aujourd'hui transforment leur flotte, alors que ce soit effectivement au gaz. On a de très grosses entreprises aujourd'hui qui, alors poussées peut-être aussi par leurs chargeurs, c'est-à-dire par leurs clients, à mettre en place une solution gaz, par exemple. Alors, le gaz n'étant pas la solution miraculeuse, maintenant, si on parle de biogaz, donc issu éventuellement de la méthanisation, là, on est réellement dans un cercle vertueux. Donc, on a des entreprises aujourd'hui qui réfléchissent à des circuits courts. Alors, sur le gaz, on injecte du biogaz dans les canalisations et demain, quand vous allez à la pompe, vous ne savez pas si vous prenez du biogaz ou pas. Maintenant, vous avez un coût effectivement qui est différent. Donc, on a des entreprises qui aujourd'hui réfléchissent à ça. Maintenant, l'électrique aussi. Alors, chaque mode
sa finalité. L'électrique aujourd'hui, quand vous avez un apport de batterie qui vous réduit forcément la masse transportable, vous allez pouvoir l'utiliser peut-être sur le dernier kilomètre, peut-être par rapport malheureusement aux ZFE qui s'annoncent aujourd'hui, l'électrique sera peut-être le bon moyen. Mais une nouvelle fois, il faut arrêter d'être dogmatique, comme par exemple la mairie de Paris qui dit 2022, on rentre plus un seul véhicule, ou 2025, 25, on ne rentre plus un seul véhicule dans Paris s'il n'est pas électrique. Il y a peut-être effectivement des solutions autres. Qui ne seraient pas polluantes non plus. Et il faut, je crois, être pragmatique plutôt que dogmatique, parce que chaque solution peut convenir, effectivement, mais faut-il encore, au même titre que le transfert modal dont on parlait tout à l'heure, vous n'allez pas avoir des consommations, je ne sais pas, de yaourt en disant on va emmener un train sur Dijon parce qu'il y a des consommations de yaourt qui vont irriguer Dijon et ses environs. Effectivement, on va reparler effectivement de l'intermobilité, enfin modalité dans ce qui vous concerne. Madame Becker, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, s'il y en a eu, pour mettre en place justement une flotte au colza? Aucune. Aucune. Non, très bien, non, mais c'est encourageant pour d'autres transporteurs. Non, après, la seule... Parce que c'est encore une énergie, on va dire, nouvelle, parce qu'elle a été autorisée fin 2018, il me semble. Donc c'est une énergie encore vraiment nouvelle, et surtout pour les constructeurs qui aujourd'hui expérimentent un petit peu ce nouveau carburant. Donc la seule difficulté, c'était plutôt au niveau, avec les constructeurs sur la tenue, on va dire, matérielle de ce carburant. Mais autrement, aucune. Mais c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne chose. Après, pour avoir une cuve en propre dans l'entreprise, il faut avoir un minimum de 6 à 7 véhicules en dessous duquel c'est moins pertinent. C'est pas forcément pertinent. Et est-ce que cette solution, parce qu'on a deux types de transport, il y a le transport, comme vous le disiez, du dernier kilomètre, et il y a aussi le transport, le camion que je vois sur l'autoroute. Est-ce que le colza et les énergies moins polluantes peuvent convenir au dernier kilomètre? Ça, je n'en doute pas, mais sur les longs trajets aussi? Moi, aujourd'hui, mes 10 véhicules font que des longs trajets. Les conducteurs partent à la semaine. Et en termes de pollution, quel est le prorata? Vous avez une idée? On arrive à diminuer les émissions de CO2 de 60%, au moins 60%. Voilà. Mais pourquoi tout le monde n'est pas au colza, monsieur de Montex? C'est une énergie qui arrive. Aujourd'hui, on a un coût identique entre le gasoil ou le léosan dont on parle. Maintenant, il faudra effectivement surveiller la fiscalité qui va avec, parce qu'on n'est pas sur un produit pétrolier. Mais la grande question, ça sera une nouvelle fois, quand on parlait tout à l'heure des 40 milliards d'euros de recettes fiscales, vous imaginez que la tendance n'ira pas forcément... Enfin, il faudra avoir une compensation tout au moins à un moment donné, si on ne parle plus de produits pétroliers, de produits de substitution. Très bien que l'État arrive à trouver, les des ressources ailleurs que sur l'essence et le gasoil, quoi. Alors justement, est-ce que l'État fixe, lui, un calendrier, en quelque sorte, on l'a dit, fin du remboursement de la TICPE d'ici 2030, d'ici 2040, plus de gasoil. Est-ce que le secteur des transports routiers se fixe un calendrier, lui aussi? Il est difficile de se fixer un calendrier parce que nous ne sommes pas les constructeurs, nous sommes les utilisateurs. Et à un moment donné, alors il y a des discussions aujourd'hui qui sont en cours, et d'ailleurs c'est assez surprenant de voir que avant que les discussions aboutissent entre les constructeurs, les énergéticiens, la DGTM, enfin le secteur des transports, avant qu'on aboutisse sur quelle prévision ou quelle orientation d'ici 2030, on vient déjà passer une loi en disant plus de TICPE d'ici 2030, une écotaxe. Voilà, Est-ce que ça va inciter aussi à accélérer peut-être les discussions?
Oui, mais pour autant, ce n'est pas nous qui construisons les véhicules. Et là, quelle sera la capacité en fait, de production? J'ai parlé de 600 000 véhicules uniquement au niveau français que l'on devrait changer d'ici 2030. Est-ce que vous imaginez qu'on ait cette capacité en tant que constructeur? Est-ce que l'on aura cette capacité également sur les stations d'avitaillement? Une nouvelle fois, toute la partie infrastructure. Est-ce que, quel va être le pas qui sera pris entre l'hydrogène, entre le gaz, entre l'électricité? On a certains constructeurs qui aujourd'hui abandonnent l'hydrogène, ils abandonnent pour aller sur de l'électricité. D'autres, voilà. Quel sera, on parle de mix énergétique, mais lequel il sera d'ici 2030, c'est bien compliqué à le savoir. Et il faut savoir que les flottes de véhicules se renouvellent entre 3 à 7 ans, d'une façon générale. Et là, on parle d'une échéance à 9 ans. Oui. Donc, ça veut dire qu'il faut tout changer d'ici 9 ans? Même avant, parce que d'ailleurs, les investissements qu'on va faire là dans 3 ans seront encore existants dans nos flottes en 2030. Voilà, donc un véhicule gasoil qu'on va acheter en 2022-2023, il sera encore dans nos flottes en 2030. Donc, alors, est-ce qu'il faut continuer à acheter? C'est aujourd'hui que les investissements se font et devraient se faire, on va dire, sur des mix énergétiques de manière un peu plus appuyée. Mais aujourd'hui, les alternatives sont quand même pas encore suffisamment développées. Les réseaux d'approvisionnement ne sont pas encore très développés non plus. Enfin, tout ça, ça demande du temps. Enfin, il y a un temps nécessaire de mise en place. Quand bien même on met la pression et quand bien même ce chemin doit se faire, le temps qu'on va le mettre à le parcourir n'est pas forcément celui que voudrait le gouvernement. Mais en même temps, c'est sûr que sans pression, on n'avancerait pas non plus. Mais voilà, il faut savoir doser. Entre le dogmatique et le pragmatique, il faut savoir des fois faire des... Trouver l'équilibre. Exactement. Simplement à rappeler quand même que le secteur du transport ne représente que 6% de la production de CO2 en France. Alors, on pourrait vous répondre que ce serait toujours 6% de moins. Alors, attaquons-nous directement au premier qui est la voiture. Voilà, derrière, entre un autosoliste et puis un transporteur qui vient à livrer 44 tonnes de marchandises, on a quand même une utilité qui n'est pas la même. Alors effectivement, on est relativement volumineux, comme vous le disiez tout à l'heure, quand on prend l'autoroute, c'est ce qu'on voit. Voilà. Mais on n'est pas là, on effectue bien une prestation de service pour le compte de quelqu'un, et ça peut être le consommateur final, ça peut être... voilà. On irrigue aussi tout le territoire, donc il faut imaginer que c'est compliqué d'avoir ce changement dans un laps de temps aussi court. Une alternative, c'est le train, c'est le bateau, un magnifique canal de Bourgogne notamment. Est-ce que la solution, ce ne serait pas excusez-moi, mais d'enlever tous ces camions de l'autoroute finalement? Ça me paraît si simple, dit comme ça sur le papier, n'est-ce pas? Pas de problème. Pas de problème. Est-ce qu'on a encore besoin... pensé, tiens. Est-ce que, trêve de plaisanterie, c'est envisageable aussi, en attendant peut-être une transition, de miser plus sur des alternatives, sur transport routier et train, transport routier et voies navigables? Est-ce que vous le faites vous-même, Madame Becker? Est-ce que ce sont des alternatives que vous avez parmi vos clients? Alors aujourd'hui, moi je crois beaucoup au report modal, mais parce qu'aujourd'hui on a une activité qui s'y prête également très bien, c'est le transport de conteneurs. Donc le transport de conteneurs maritimes se prête parfaitement au transport multimodal. Donc on travaille beaucoup avec le train, alors que ce soit sur la région chalonnaise avec Aproport, il y a Dijon avec le terminal ferroviaire également, Lyon qui a une grosse plaque tournante, on va dire, du transport fluvial et ferroviaire. Moi, je crois beaucoup sur ce type d'emballage au report modal. Sur le reste, après, c'est plus compliqué parce que ça demande des ruptures de charge, ça demande des aménagements et ça demande aussi que l'ensemble de la logistique industrielle soit complètement repensée. Aujourd'hui, on a notre système d'approvisionnement repose sur le fait qu'on est sur des stocks mobiles, donc on est en flux tendu. Donc on a besoin du camion. Demain, si on accepte que les flux tendus soient moins tendus et qu'en approvisionnement, on mette une semaine ou une semaine et demie plutôt qu'un jour ou un jour et demi,
Bien sûr que ça peut se faire, mais voilà, ça demande des infrastructures qui sont inexistantes aujourd'hui. Et ça demande aux consommateurs d'accepter aussi des délais ou des choses différentes. Ah bah, ça demandera forcément le système de consommation tel qu'il s'est construit là récemment. Effectivement, demain, ce sera plus pertinent. Voilà. Le tout de suite ne va pas avec le bateau. Non. Ni le train. Bah après, ça demande à être aménagé en amont, hein, mais une fois qu'on a trouvé que le rythme s'est mis en place, voilà, le flux peut-être continue, il n'y a pas de problème. Mais c'est simplement qu'il faut opérer également cette transition. Monsieur de Montex, bateau, train. Mais on a pour principe à la FNTR de ne pas opposer les modes les uns aux autres. On a tous notre complémentarité et je le disais tout à l'heure, voilà, que ce soit le train, le bateau, on est sur de la massification. On ne va pas transporter. Aujourd'hui, le wagon isolé n'existe plus à la SNCF. J'ai simplement 2 chiffres. Vous parliez tout à l'heure, 90% des marchandises aujourd'hui transportées le sont par la route. Oui. Et 50% à moins de 50 km. Donc, quoi qu'il en soit, le report modal, ne serait-ce que par rapport au train, on est sur une distance moyenne de 500 à 600 km. En dessous de cette distance-là, le coût que va représenter le transbordement amont et aval n'est pas pertinent au regard du peu de kilomètres qui seraient faits par le train. 90%, le chiffre que vous avez, si on se reporte à 1985, on était à 67%. Et en 85, le train représentait 30%. Aujourd'hui, il ne représente que 9%. Et pour autant, pour répondre à votre question de tout à l'heure, on n'a pas arrêté de fiscaliser la route. Donc ce n'est pas en fiscalisant en fait un secteur particulier que l'on va favoriser l'autre. Je crois que j'ai bien compris votre message, monsieur de Montex. La fiscalité n'est pas la solution. La fiscalité punitive même. Exactement, exactement. Mais peut-être, alors comment expliquer justement qu'on ait délaissé le train et qu'on veuille y revenir aujourd'hui ? Alors, pour avoir fait quelques années dans ce secteur du transport, je peux vous assurer que le nombre de plans fret ferroviaire depuis 20 ans, 30 ans, je pense que chaque président de la SNCF, puisqu'en plus ils avaient le monopole il y a encore peu, a fait son plan fret. Aujourd'hui, on a aussi quand même une vérité, c'est de privilégier le transport des voyageurs par rapport au transport de marchandises. Donc, il suffit effectivement, on a un réseau qui est le réseau capillaire que l'on connaissait historiquement par rapport aux petites lignes de chemin de fer a été abandonné. Peut-être qu'il y a effectivement quelque chose à faire de ce côté-là, mais pour autant, parce que quand on va parler du fret ferroviaire, on va parler effectivement de massification, donc ça va être peut-être l'essai réel en ce qui nous concerne. On a eu un plan bois il y a une quinzaine d'années avec la construction ou la rénovation de gares bois. Ça devait être dans les années 2005-2008. Aujourd'hui, il n'y en a plus une seule qui existe. Donc il y a effectivement peut-être des solutions à trouver. Pour autant, il faut que l'on s'en donne les moyens. On a des entreprises aujourd'hui, de plus en plus d'ailleurs, qui se mettent sur du ferroutage. Donc, on a des lignes régulières qui peuvent exister. Le confinement, d'ailleurs, a démontré qu'on avait 95% de trains qui arrivaient à l'heure, parce qu'on n'en parle jamais. Mais 95%... Vous allez vous faire des amis à la SNCF. Ça, c'est bien. Vous allez vous faire des amis. 95% des trains arrivent à l'heure. Alors, 95% sur la période de confinement, de trains de marchandises arrivaient à l'heure. Mais et pour cause, il n'y avait pas de circulation de trains de voyageurs. Donc voilà, on a des choix. Vous avez les chiffres quand il y a des trains de voyageurs? Non, quitte à nous donner les 95%. Je ne vais pas me faire des amis à la SNCF. Mais... non, parlons de ce qui va bien. Donc, il y a des choses, il y a des entreprises aujourd'hui qui basculent effectivement sur du ferroutage. Oui. Et des sociétés historiques, même locales. Mais il y a un impact, du coup, forcément bénéfique pour l'environnement.
Mais et pour sur tout le le monde. routier. Alors, mais sur le transport, parce qu'aujourd'hui, on a aussi une pénurie de conducteurs. Donc, effectivement, quand vous avez uniquement une partie ferrée, vous n'avez pas besoin de mettre un conducteur. Vous gagnez. Donc, l'efficacité, elle peut être là. Pour autant, il faut que peut-être, effectivement, il y avait un coup de pince qui était, enfin, une subvention au coup de pince, amont, aval, qu'il faudra peut-être perdurer parce que c'est un coût et la route a à la fois la flexibilité, la rapidité que l'on demande, contrairement, alors malheureusement, au ferroviaire où quand vous avez un problème sur une ligne, quand vous avez une grève ici ou là qui paralyse les moyens à Marseille alors qu'ils devraient être à Dijon, voilà, c'est effectivement toutes ces contraintes que le transport de marchandises par route n'a pas. Et ne parlons même pas d'un paquebot qui reste coincé dans un canal. Je ne vois pas à quoi vous faites allusion. Donc, si je comprends ce que vous me dites, c'est que le secteur des transports routiers, oui à la transition, vous l'avez vous-même très bien entamé, Madame Becker, avec une partie de votre flotte au colza, et ça va continuer. Oui à cette multimodalité du train, du bateau, mais le camion s'inscrit dans l'avenir malgré tout. Il y aura toujours du besoin du camion pour faire les derniers kilomètres. Les 150 derniers kilomètres, il y en aura toujours besoin. On a une vraie... Et tout ne pourra pas se faire, même sur des longues distances, par train. Je pense que c'est utopique d'imaginer ça. Donc c'est pour ça qu'on a besoin aussi de ces énergies alternatives qui vont nous permettre de décarboner notre consommation et notre profession. Voilà. Pour autant, je crois que aujourd'hui, on sent, enfin, moi je sens en tout cas à mon niveau qu'il y a quand même une vraie prise de conscience, ou en tout cas une vraie tendance de fond des transporteurs à aller sur ces énergies alternatives, que ce soit sur le gaz, que ce soit sur le colza, les biocarburants. Voilà, je pense que c'est une vraie tendance de fond parce qu'on a bien pris conscience qu'à un moment donné, on ne pouvait pas continuer comme ça et que ça allait avoir une fin. Pour autant, je ne pense pas qu'effectivement nous faire fonctionner, nous faire avancer avec à marche forcée nous permettra d'aller plus vite parce qu'après on est aussi contraint nous par les possibilités qu'on nous offre d'opérer ces transitions et de trouver des modes de transport complémentaires ou en tout cas qui peuvent venir diminuer notre présence sur les longs trajets. Mais voilà, je ne pense pas que demain le camion disparaîtra. Qu'on revienne à des choses un peu plus équilibrées ou qu'on fasse en sorte d'encourager le report modal, oui, mais ce sera forcément sur des parts limitées. Eh ben, je crois qu'on va conclure un peu sur cette phrase. Je ne pense pas que demain, le camion disparaîtra de Perle Becker en ce mois d'avril. À moins que vous vouliez compléter en un mot. Simplement, je ne pense pas effectivement que le camion soit le problème, mais il est bien la solution. Donc simplement, il faut qu'on opère cette transition. Eh bien, écoutez, merci à vous deux d'être venus nous parler transport dans l'avenir en région. Je vous donne moi rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission thématique à suivre, mystère et boule de gomme. On se retrouve en tout cas bientôt sur la Web TV Bourgogne-Franche-Comté. Au revoir.